السلام عليكم. نلتقي كالعادة في النادي الأدبي الطبق السفلي. إذن اليوم عندنا فرصة نتلاقوا مع كاتب جانا من مدينة وهران كما الأسبوع الفارط. لكن هذه المرة في موضوع آخر، موضوع شيق. سوف نخرج شوية من الجانب الأدبي، نخرجوا من la littérature, ندخلوا un peu plus dans un autre domaine tout autant passionnant. Donc on a l'honneur d'accueillir avec nous Monsieur Adnan Hadj Mouri. Donc Monsieur Adnan Hadj Mouri est un journaliste, chroniqueur, chercheur en philosophie. Il a publié plusieurs articles dans la brochure Actes Psychologie à Bruxelles, en Belgique. Il a notamment publié d'autres articles sur différentes thématiques sociologiques, philosophiques, psychanalytiques et j'en passe sur le forum Agora qui est accueilli dans l'université d'Oran, c'est bien ça. Donc parmi ces articles, on a quelques-uns. Comment peut-on penser le progrès, l'essoufflement de l'écriture romanesque, Jean-Paul Sartre, penseur de l'émancipation, et Freud, quand la chair inconsciente nous parle. Il a publié notamment un premier livre qui est un recueil de nouvelles, entre autres, Toile d'araignée atavique, et son deuxième livre qui sera l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est Rime, la lèvre de la transgression. C'est une nouvelle et bien plus qu'on va connaître aujourd'hui à travers notre rencontre et le débat qu'on va effectuer par la suite. Marhaba bik encore une fois, Adnan, je vous cède la parole pour ajouter un peu plus de ce que je viens de dire là maintenant. Merci Islam, merci de me donner la parole pour dire ce que je pense. Avant de parler de rime de façon frauduleuse, donc je voudrais dire que l'échange convivialise le débat. Le jeu est un autre, favorise l'échange. Et cette altérité permet de dire que l'identité n'est jamais acquise, elle est en perpétuelle actualisation avec les interactions d'autrui. Pour moi, définir l'écriture, c'est dire que l'écriture permet une émancipation, permet un agir émancipationnel, et dire que l'écriture permet aussi le fait de dire ce qui m'échappe. Et de cet échappement, je mets en exergue la dimension de l'inconscient qui consiste à dire je parle ou la parole est parlée plutôt le sujet est parlé plutôt qu'il ne parle. La dimension de l'inconscient est liée à la science imprédicative qui consiste à dire que je ne dois pas concevoir l'inconscient comme une sorte de déchetterie, mais bien au contraire, ça me permet de me frotter à mon inconscient. Parler de l'inconscient aussi consiste à dire, c'est parler, c'est interpeller le sujet, l'émergence du sujet. Par l'émergence du sujet, je tenterai de dire que dans la société, dans le lien social, peut-on parler aussi du corps social. Comment est délimité le corps social en Algérie? Comment peut-on parler de l'individualité qui est bien différente de la singularité dans un milieu contraint tel que l'Algérie? Comment parler de la subjectivité dans ce milieu contraint? J'ai essayé de travailler la transgression non pas par une définition du mimétisme démocratique, mais j'ai essayé de déboulonner la pièce maîtresse de la misogynie ambiante en essayant de travailler sur cette science imprédicative qui est l'inconscient. Donc du coup, moi je me situe aux antipodes de ce mimétisme démocratique qui consiste à dire que du moment où on parle de la modernité, où on parle de l'individualité ou d'une certaine expression de liberté individuelle, on se réfère à l'Occident. Je me suis dit que la subjectivité est inhérente à l'existence humaine. Et essayons de définir les concepts qui jalonnent notre existence. Par exemple, quand on parle de la subjectivité, comment peut-on définir la subjectivité au-delà du paramètre de la liberté et de la singularité agissante? Je tenterai de dire que la subjectivité,
c'est comment elle met en valeur la sexualité en mettant en défaut le rapport sexuel qui est de l'ordre organique. Parce que quand on parle de la psychanalyse et on fait un lien avec tout ce qui est littérature et psychanalyse, c'est dire que la sexualité n'est pas de l'ordre de l'organique, elle est d'ordre psychique. Et comment peut-on travailler l'aspect psychique de l'individu? C'est à ce moment-là où on peut faire une différence entre le fonctionnement psychique et le fonctionnement cérébral, qui ne sont pas de la même nature. Et même, je pourrais dire que comment peut-on travailler et remettre en cause même cette maladie mentale? Est-ce que le mental est-il médicalisé? Non. Donc le fonctionnement cérébral et le fonctionnement psychique diffèrent. Par exemple, avoir une crise d'épilepsie, ça a un trait au cerveau. Avoir une parler du désir, c'est beaucoup plus mental. Donc le mental, on ne peut pas le médicaliser. Et je suis parti, à partir de cette assertion, j'ai essayé de faire un travail. Comment travailler sur l'imaginaire qui n'est pas l'imagination. L'imaginaire social qui est délimité par l'éros, une force de conjonction et de coordination par rapport à tout ce qui est désir, et par rapport à Thanatos, la pulsion de mort. Et en essayant de travailler sur cette lèvre de la transgression, j'ai mis en avant la crise multidimensionnelle qui sévit en Algérie, crise identitaire, obstacle au dialogue, liberté individuelle bâillonnée et musellement de la subjectivité, en essayant de travailler sur deux personnages et en délimitant aussi plusieurs questions, question de l'émancipation, question de l'émergence du jeu qui s'enracine très très mal en Algérie, et la question de la liberté qui sort un peu du cadre fétichiste, parce qu'il ne faut pas qu'on lui donne un caractère affectif, bien au contraire, il faut vraiment la sortir de là pour la faire travailler. Et en même temps, c'est d'interroger tout ce qui est tabou dans la société algérienne. Pourquoi, comment peut-on décrypter le tabou? Comment peut-on décrypter cet imaginaire leurrant qui obéit à l'injonction de l'infantilisme? Et comment peut-on prétendre et faire advenir une société décente qui n'humilie pas les autres personnes? Donc ça, là, voilà, j'ai essayé de problématiser des questions autour de deux personnages qui discutent et même remettre en cause même la question du couple. Peut-on parler du couple en Algérie? Est-ce que la société algérienne a pu vraiment dépasser le complexe d'Oedipe pour faire advenir la sexualité? Donc c'est des questions que deux personnages ont essayé de répondre à cette question. Voilà, je vous remercie. Donc, on prend directement le sujet, c'est un peu pour les personnes qui n'ont pas encore lu l'ouvrage. Donc, Rim, la lèvre de la transgression, sur la couverture, on a une nouvelle. Bien que c'est une nouvelle dans le sens où c'est une histoire racontée, mais c'est juste un prétexte pour aborder les sujets que notre invité vient d'aborder aujourd'hui, concernant la société d'un point de vue analytique, psychanalytique et sociologique et philosophique. Donc les personnages, les instigateurs de l'histoire sont Rim et Momo, deux amis, qui ont, même l'entourage de Ham, ce sont deux jeunes oranais. On va identifier, on va dire, les personnages comme faisant partie de la jeunesse algérienne en général, qui se rencontrent pour discuter sur différentes thématiques que touchent pratiquement toute la société algérienne, notamment les jeunes. Par le biais de ce point de vue analytique, psychanalytique de l'auteur, justement puisqu'il a plusieurs écrits sur la psychanalyse, c'est ce que je trouve intéressant, d'aborder ce genre de thématique d'un point de vue objectif, si je puis dire, pour ne pas être otage de l'aspect romanesque, on va dire. On a l'habitude de faire des rencontres littéraires. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire une rencontre un peu plus intellectuelle. Je ne dirais pas plus intellectuelle, mais moi, ce qui m'avait intéressé quand j'aborde la question de la communication et du dialogue, je partirais
Et je dirais que parler, c'est la négation de l'être, pas la négation de l'être de façon schématique. La négation de l'être, c'est ce qui permet le passage de l'être au désêtre. Parce que pourquoi aborder la question du désêtre? C'est aborder la question du désêtre, c'est dire comment l'enfant, par le biais de sa socialisation, il arrive à l'âge mature, où il va se débarrasser du complexe d'Oedipe par rapport au facteur de l'imaginaire et non pas de l'imagination. C'est survolé. Bon, j'ai pas vraiment travaillé sur l'aspect psychanalytique. J'ai survolé l'aspect psychanalytique sur différents sujets. Par exemple, que dans le premier chapitre, quand Momo rencontre Rim, en étant de discuter, ça a abordé aussi la question du fanatisme religieux et de l'extrémisme religieux. Comment les deux ont abordé la question de l'ignorance sacrée chez l'islamologue Mohamed Arkoun. Et donc il y a eu un voyage à travers un maquis de références sociologiques, philosophiques et psychanalytiques pour décrypter, parce que je pense que l'épineuse question qui se pose en Algérie, c'est qu'à un moment donné, il y a une répulsion à l'égard des sciences sociales et en l'occurrence par rapport à la psychanalyse. Donc pour bon nombre de personnes, même intellectuelles, ils se heurtent à un climat intellecticide. Du moment où on parle de concept, le concept n'est pas quelque chose de pédant, que le concept, ça consiste à le faire travailler, à le faire évoluer, à le remettre en question. Jacques Derrida parlait de l'anarchive. C'est comment être fidèle et infidèle à la fois. Infidèle, ça ne veut pas dire jeter et battre en brèche tout ce qui a été fait. Bien au contraire, faire évoluer la pensée. Or que dans le contexte algérien, on se situe aux antipodes du concept. Donc on peut utiliser le concept pour dire n'importe quoi, mais au moment où on dit voilà, il faudrait le travailler, il faudrait l'analyser et mettre en relief une conception plus ou moins logique, donc la rationalité fait de vous. Par rapport à la question, parce qu'il y a une crise multidimensionnelle, et cette crise multidimensionnelle, comment on peut la décrypter? Comment peut-on rompre avec cet imaginaire leurrant et mettre en avant un imaginaire qui obéit, qui façonne l'Algérien, qui façonne même l'imagination de l'Algérien pour sortir un peu des ornières du dogmatisme ou bien du mimétisme démocratique. Par exemple, quand je parle de la liberté, je n'ai pas besoin de me référer à l'Occident. Je me réfère à l'intériorité du sujet et même à écouter ce que l'enfant dit. Parce que la parole enfantine, elle me subjugue. Elle peut nous permettre un certain enseignement. La dernière fois, j'étais en train de discuter avec une amie à moi qui est psychologue. Et elle m'a fait part elle a reçu un petit gamin. Et il lui a posé la question. Le gamin a 4 ans. Pourquoi, quand on parle d'amour, il lui a dit, pourquoi on dit tomber amoureux comme on tombe d'une chaise? Si un enfant permet ce genre de questions, c'est à ce moment-là où on se dit qu'il faudrait donner la parole à l'enfance, être attentif à l'enfance et ne pas dénigrer l'enfant. Et c'est à partir de là que moi, je reste attentif pour vraiment décrypter cet imaginaire, décrypter qu'est-ce que le langage par rapport qui est différent par rapport à la peur, etc. Et comment analyse-t-on le phénomène de l'émancipation et comment analyse-t-on le phénomène aussi de la féminité qui reste bien ancrée, où la domination masculine reste bien ancrée dans notre inconscient, et être attentif aussi à la subjectivité. Comment peut-on définir cette subjectivité? La définir comme étant une posture subjective, quel que soit le sexe anatomique. Et comment peut-on décrypter la misogynie ambiante? Et ce n'est pas en se référant à des modèles, mais en essayant de décrypter notre inconscient et notre façon de voir et d'agir. Voilà. Je vais entrer un peu plus dans le récit. Donc, on a cité déjà, parmi les premiers chapitres, l'auteur a évoqué le penseur Mohamed Arkoun. Puis un peu plus dans le récit, on a quelques hommages, notamment l'hommage effectué à Amin Mkahli, ça fait quelques mois, elle a disparu suite à une maladie.
Non seulement c'est un hommage, on va dire, vous la connaissez personnellement, donc c'est un hommage un peu plus amical, mais aussi un hommage concernant son écrit, une de ses nouvelles, je pense. Donc, L'éléphant, j'ai oublié le titre, ouais. Oui, oui, voilà. Ben oui, on rend hommage à Amina, c'est une amie à moi. On a bien travaillé, discuté énormément parce que c'est une romancière, poétesse et qui s'intéressait à la philo et à la psychanalyse. Il n'y a qu'à lire son ouvrage, son roman Nomade brûlant et Le secret de la girelle aussi. Oui, oui. Et donc j'ai bien discuté avec Amina et elle était vraiment intéressée par la, l'analyse de l'inconscient comme science imprédicative qui qui dialectise l'aliénation sociale avec l'aliénation signifiante. Parce que dans le premier bouquin, Étoile d'Anida Atavik, j'ai essayé de travailler aussi sur la sexualité comme science prédicative et comment la faire sortir de la science prédicative en l'intégrant dans la science imprédicative. Donc du coup, et là, j'ai eu beaucoup de discussions. J'ai vraiment discuté avec Amina sur ça et il y a eu vraiment des échanges fructueux. Ouais, ouais. justement pour faire le pont, puisque nous avons des auteurs et des romanciers avec nous aujourd'hui, donc ça sera l'occasion pour discuter d'un autre thème que l'auteur va aborder prochainement dans une autre publication concernant l'essoufflement de l'écriture romanesque. Donc j'aimerais bien aborder ce sujet et avoir le point de vue des différentes personnes présentes ici avec nous, notamment Jamil. Je pense qu'il est très intéressé par ce thème, puisqu'il a une formation psychologique, en même temps il est poète et auteur. Abdellatif معنا اليوم, Belkacem معنا اليوم, donc même les autres personnes, pour approfondir un peu plus ce point. Alors, moi je partirais d'une définition simple de l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est l'art de bien dire ce qui m'échappe. Et de cet échappement, je ne vais pas le rejeter, mais bien au contraire, le prendre en considération en le confondant avec échappement et vérité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on parle de l'écriture, il y a toujours la cathartique. C'est un processus cathartique qui se dégage parce qu'on veut dire ce qui nous semble intéressant et mettre en valeur la fonction du jeu comme parcelle d'autonomie et d'originalité. Mais quand on écrit, on décrypte un imaginaire. En décryptant, on ne met pas en valeur uniquement cette imagination fertile, que toute personne peut avoir cette imagination fertile, même un enfant peut avoir une imagination fertile. Mais ce qui distingue l'enfant de l'adulte, comment peut-on décrypter un imaginaire. Et au-delà de cet imaginaire, il y a aussi la notion de l'engagement. On peut discuter aussi de Roland Barthes sur le degré zéro de l'écriture, entre l'écrivain et l'écrivain, de Jean-Paul Sartre sur qu'est-ce que la littérature. Donc voilà, moi je me suis dit, le problème qui se pose avec acuité dans l'imaginaire algérien et par rapport même à cette écriture, elle se heurte à un obstacle fondamental, c'est celui de mimétisme démocratique. Et en travaillant une analyse assez fort judicieuse de l'ethnologue philosophe Claude Lévi-Strauss, il avait parlé de l'occidentalisation. Comment peut-on sortir de l'occidentalisation qui nous ramène que des recettes désuètes et faire travailler cette intériorité pour l'émergence du sujet. Pour ma part, parler de l'écriture, pour parler de l'essoufflement, c'est se libérer aussi de cet infantilisme et faire travailler même l'écrivain et sortir l'écrivain aussi du cadre idéologique. Parce qu'en sortant du cadre idéologique, ça permet aussi de cogiter et de faire un travail sérieux. Par exemple, quand on utilise des concepts, je reviens à l'idée de concept, par exemple, si l'écrivain utilise le concept tel que la féminité, tel que la liberté, tel que l'émancipation. Par exemple, moi, quand je lis qu'il y a des écrivains qui parlent de la féminité comme une dualité homme-femme, sur le plan clinique, c'est tout à fait faux. On travaille la féminité d'un point de vue subjectif. C'est comment décrypter la subjectivité et non pas
se frayer le chemin entre la dualité homme-femme, parce que définir la féminité, c'est dire que l'homme est dans la femme et la femme est dans l'homme. Et comment l'homme, dans la société, refoule cette féminité. Aussi, parler de la liberté, c'est pas l'Occident. La liberté, c'est un concept bien clinique et philosophique. Et à travers un corpus théorique, on peut vraiment matérialiser un agir pratique. Voilà l'idée principale que j'ai eue pour développer cet aspect. Donc je me tourne aux personnes présentes. Déjà, nous sommes avec Jamil. Attends. Ouais, justement, c'est un sujet très très intéressant. Et ce que je trouve le plus pertinent aujourd'hui, c'est cette frontière. On se rencontre la frontière entre le monde romanesque et le monde de la psychanalyse. Parfois, on lit certains ouvrages, mais on ne les comprend pas, justement parce qu'on n'a pas ce point de vue, on n'a pas ce réflexe de faire une analyse sur le texte, justement ce que Adnan peut-être peut faire à travers ses écrits et ses différents articles publiés. Donc, je voulais aborder un point, si tu as. Dans un texte, il y a toujours de l'art d'abord, parce que c'est un auteur qui s'exprime. Ensuite, il y a la science. L'analyse, l'aspect analytique n'est pas donné à tout le monde, il faut avoir des techniques, mais l'art de se consommer par n'importe qui. Ben juste, émancipateur, bien sûr. Aujourd'hui, justement, pour aborder le sujet d'un point de vue de l'écrivain, de la personne qui analyse le livre, pas seulement, on va dire, le lecteur lambda. Je voulais juste aborder un point avant de vous passer la parole. Bref, je vais passer le micro. Moi, je voudrais rebondir sur l'essoufflement de l'écriture romanesque. Effectivement, quand on commence à écrire, je considère avec ma petite expérience, l'écriture est beaucoup plus facile quand il s'agit de poésie que de romans ou de nouvelles. La poésie peut s'exprimer comme moi j'ai toujours donné cette métaphore, c'est comme un paquet qu'on dépose. Enfin, du moins pour ce qui me concerne. Quand je veux écrire un poème, ça ne dépasse pas la demi-heure. Et le poème sort. L'écriture romanesque, pour écrire un roman ou une nouvelle, donc il faut s'inspirer de sa vie, de son expérience, de sa vie en général, de son imagination, pour construire un roman. Et je suis actuellement en train d'écrire un roman sur justement l'essoufflement de l'écriture, c'est-à-dire je mets un personnage qui ne trouve pas d'inspiration, alors qu'il écrit des textes, il fait de la poésie, il a écrit des nouvelles, mais aujourd'hui, quand il a décidé d'écrire un roman, il est bloqué. Et j'essaie d'analyser justement, sur le plan psychologique bien sûr, parce que de par ma formation, mais je cherche le chemin, je cherche la solution, si l'on veut dire, pour que ce roman aboutisse. Je ne connais pas la fin. J'ai à peine le début, mais je ne connais pas la fin. Et j'évolue de jour en jour en fonction de ce qui m'entoure. Et là, votre question, votre sujet me tombe à pic. Ça, c'est pour un premier point. Le second point, je voulais aborder et je voudrais avoir votre avis. Je suppose que vous vivez à l'étranger. Non. Vous vivez en Algérie. D'accord. Sur la partie du concept, je suis parti d'un principe qu'il y a l'intellectuel et il y a la pensée cognitive, le cerveau, comment il fonctionne le cerveau, mais moi je travaille sur la pensée du cœur plutôt. Et la pensée du cœur est une donnée qui existe depuis le Coran. J'ai trouvé cette phrase, ce concept justement dans le Coran. Et je travaille là-dessus. Et je suis arrivé à penser réellement que les émotions délivrent une pensée. Et c'est ce rapport entre la pensée cognitive, la pensée intellect, c'est pour ça qu'on parle d'intellectualiser, entre la pensée du cerveau, l'acte de penser, comme dirait Piaget, la pensation,
d'accord, et justement la pensée du cœur, que je n'ai pas encore trouvé j'ai envie de créer un néologisme pour la pensée du cœur. Ce rapport, comment vous le voyez? J'abordais deux sujets très succinctement. Donc, je commence par l'essoufflement de l'écriture romanesque. Moi, je ne pense pas qu'il y ait essoufflement romanesque, parce qu'un auteur, un romancier, c'est comme l'enfantement des enfants. Donc, une fois on a enfanté un enfant, on passe au suivant. Donc, un romancier, une fois il a terminé son roman, il l'a publié, il pense toujours au suivant. Et comme l'appétit vient en mangeant, un romancier ne s'essouffle jamais. Tant que l'humanité râle, tant que l'humanité souffre, le romancier, l'écriture romanesque ne s'essoufflera point. C'est mon avis. Deuxième sujet, je reviens à votre première intervention par rapport à la psychanalyse. Vous avez dit qu'il y a une différence entre le mental et le cérébral. Moi, en tant que formation génétique, biologiste, quand on revient au commencement, un humain, c'était un œuf, c'était un zygote, un ovule fécondé, il n'y avait ni mental, il n'y avait ni psychique. Mais en fait, le mental dépend aussi de la neurobiologie, parce qu'une carence en certaines hormones, des fois, il y a des gens qui sont dépressifs, des gens qui sont de mauvaise humeur. Il y a aussi donc vous avez occulté un peu l'aspect hormonal. En fait, le lien entre le mental et le cérébral, c'est la neurobiologie, donc c'est le côté hormonal, c'est la molécule. Donc les deux sont deux parties errantes, on ne peut pas les séparer. Et je vous remercie. Alors, pour ma part, je voudrais vous poser quelques questions, qui seraient un peu plus littéraires que ce que vous avez écrit. Donc on doit vous poser des questions plus attrait à la littérature, qu'elle ne sent avant tout, qui ne touche à la psychanalyse. Donc moi, ce que j'ai remarqué en lisant maintenant quelques pages de votre écrit, alors je me suis posé la question, mais pourquoi ce titre de rime, tandis que le personnage s'appelle Rima? Ça, c'est important. Donc pourquoi est-ce que c'est un choix d'éditeur, d'auteur? Est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce que c'est une erreur d'impression? Alors, autre chose, pourquoi vous l'avez appelé, ou l'éditeur l'a appelé nouvelle, en sachant que ce n'est pas du tout une nouvelle? C'est un essai. C'est si vous voulez, je ne sais pas si l'auditoire a eu l'occasion de le lire, mais quand on lit ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment un développement psychanalytique, développement de théories, de connaissances culturelles sur des écrivains, qu'ils soient algériens ou autres. Alors on sent la tendance des écrivains nouveaux algériens, avec Chuiten, avec Daoud. Si vous voulez, j'allais dire, c'est plus un étalage de connaissances, plus qu'une, j'allais dire plutôt, histoire du côté du roman, mais aussi utilisation de ce savoir pour démontrer quelque chose. C'est ça mon premier ressenti, c'est ça. J'ai senti que vous vouliez plus nous dire que vous savez, que vous nous dites pourquoi vous savez. Vous ne nous avez pas expliqué dans votre écrit qu'est-ce que vous cherchez à démontrer. Alors en plus de cela, rien que d'un point de vue littéraire, et ça c'est très très important pour nous, c'est qu'il n'y a pas de sommaire. C'est vrai que c'est divisé en chapitres, mais on ne voit pas ni au début ni à la fin le sommaire. C'est-à-dire on n'a pas la progression de votre réflexion. La première chose que j'ai cherché, c'était ça. C'est combien de chapitres et pourquoi les chapitres, etc. Peut-être que c'est mon défaut d'universitaire, je pense que c'est ça. Mais je trouve que c'est très très important pour un lecteur. Voilà, ça c'est mes premières questions maintenant. Il y a d'autres questions que je pourrais poser après. Merci. Par rapport à la première question, sur la poésie, je vous conseille de la lecture de Gérard Pommier, le psychanalyste qui vient juste de publier un livre assez intéressant sur la poésie brûle. Et votre question, c'était... moi, par rapport au cerveau, moi je dirais que
il y a une dimension de l'inconscient qui ne loge pas dans le cerveau et elle subvertit le biologique. Donc du coup, on a une essence émancipatrice liée à la parole. Nous sommes des conditions de par-être. Vous parlez de cœur. Oui, parce que tout être humain a besoin, il est dans l'affectivité. Donc il ressent le besoin de faire travailler son imaginaire. Donc pour développer de la poésie, comme il peut développer aussi une thérapeutique de la subjectivité. Parce que parler, c'est la négation de l'être qui nous permet le passage de l'être au désêtre. Donc c'est tout à fait normal de parler de cœur et comment le cœur, on va le métamorphoser pour faire advenir l'advenu du sujet. Par rapport à la deuxième question, si je n'oublie pas d'autres... oui. Oui. Non, je n'ai pas oublié cette fonction neurobiologique, justement. Dans l'essoufflement de l'écriture romanesque, je vais développer tout un chapitre, et ça va être uniquement un essai, pour dire comment, par le biais du langage, on est en train de subvertir la biologie. On va sortir aussi du déterminisme biologique, et c'est un processus qui met en avant cette subjectivité. Pourquoi j'ai établi la différence entre fonctionnement psychique et cérébral? De par notre condition d'être parlant. Et la parole, comme je le réitère, l'inconscient ne loge pas dans le cerveau. Il est surdéterminé par un processus social. Quand on parle de l'inconscient de la société, quand on parle du corps social, pourquoi le corps, dans le corps on met un S. Il n'y a pas que l'aspect grammatical, il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu, c'est de mettre en valeur ce corps psychique qui est surdéterminé par l'inconscient, etc. Maintenant, dans le prochain ouvrage, justement, quand on parle de l'essoufflement, je vais essayer de décrypter même l'essence, la surdétermination biologique, on va la mettre de côté pour parler aussi du langage. Et là, je fais référence au discours analytique de Lacan et de Claude Lévi-Strauss, en faisant référence au structuralisme comme aussi au discours analytique. Par rapport à la troisième question, rima, moi, c'est pas une erreur, parce qu'à un moment donné, même il y avait un ami qui m'avait reproché ça, il m'a dit pourquoi tu as utilisé rime et rima. Je me suis dit, dans le personnage rima, c'est courant, rime, ça peut être figé. Et moi, je ne sais pas pour l'étalage de connaissances, parce que le but de l'écriture, ce n'est pas d'être dans le narcissisme. Moi, j'ai essayé de créer cet aspect pour dire, il y a des personnages, ou bien je ne voulais pas mettre uniquement les essais, les discussions autour de thématiques. Par exemple, quand j'ai parlé du fanatisme, j'ai utilisé Mohamed Arkoun, qui était bien défini, parce que si vous lisez l'histoire, vous voyez que pourquoi on a utilisé Mohamed Arkoun. Il y a eu une discussion entre Lim et Mohamed en train de discuter sur le fanatisme religieux quand ils sont sortis d'une pièce. Donc ils commençaient à dire que comment peut-on analyser ce phénomène. Je me suis dit comment Lim, elle va regarder une émission culturelle, et à partir de cette émission culturelle, il y avait Sylvie Arkoun qui parlait de l'œuvre de son père. Et donc, elle a restitué un peu l'engagement et la vie, la pensée de son père. Dans le deuxième chapitre, quand je parle du film, oui, Abou Leila. Abou Leila aussi, c'était la continuité, parce qu'il y avait Mohamed qui avait appelé je suis en train de parler de la nouvelle, il avait appelé sa copine pour lui dire, tu sais, là, tu as entendu ce qui s'est passé, on a saccagé la statue de Steph. Et donc j'ai fait jonction entre tout ce qui s'est fait par un abruti fanatique qui a saccagé la statue de Steph par rapport à Abou Leila, comment il a été perçu et comment il a intégré un peu l'analyse du fanatisme religieux. Dans le troisième volet, j'ai abordé et j'ai profité pour faire un hommage à Amina Mekahli, mais pour rapport à ce que Lim, en tant que personnage, elle avait esquissé un peu le discours sociologique littéraire, et comme elle voulait parler de l'émancipation féminine, j'ai mis jonction entre
l'émancipation. Il faut Oui. préciser que Rim, le personnage Rim, c'est une doctorante qui est pas Oui, oui, oui. en sociologie. Oui, voilà. Même ces Donc, aspects, voilà. ces questionnements Bien l'intéressent sûr, bien par sûr, rapport oui. à ça. Elle suscite, oui, ça suscite des interrogations, etc. Donc voilà. Donc moi, si vous voulez, moi j'ai créé ça de façon volontaire. Hein. C'était pas. Ouais. Donc, justement, pour rebondir sur l'idée de M. Robert concernant le récit est plus un essai qu'une nouvelle, c'était un prétexte peut-être juste pour appeler les lecteurs à lire sur certains sujets ou là pour éclairer certains points de la société. Puisque moi aussi j'ai eu le même réflexe. Pour moi, c'est plus un essai qu'une nouvelle. Même le premier livre, ce sont un recueil de réflexions plus que recueil de récits ou de nouvelles romanesques, et j'en passe. Donc voilà un peu l'idée générale, je pense, à l'auteur. C'était peut-être nous inciter, nous, étant lecteurs, de lire, ou là, je sais pas, juste pas pour lire, mais pour réfléchir, justement pour pousser à la réflexion peut-être sur certains sujets, pour approfondir certains points de la société. Je pense que c'était beaucoup plus, même un ami, un romancier me l'avait dit, c'est attractif. Il m'avait dit que c'est attractif. C'est vrai, quand on commence à lire déjà un essai, il m'a dit c'est directement on rentre dans le vif du sujet. Par contre, quand il y a une petite histoire derrière, ça incite un peu la personne. Moi, j'ai pas cette prétention pour inciter les gens, mais pour discuter avec les personnes. Donc voilà, je me suis amusé à faire une petite virée romanesque autour de deux personnages pour décrypter un peu ce que j'avais à dire. Ouais. J'ai une question, un peu d'ordre général, un peu pour sortir le récit. Je vous laisse avoir l'occasion de le lire approfondément pour comprendre certains aspects qu'on vient aborder maintenant. Pourquoi vous avez choisi la philosophie et la psychanalyse comme sujet on va dire, de vos travaux, là, de vos... Pour ma part, la philosophie, Pour ma part, la philosophie est une hygiène de vie. J'ai commencé une initiation en philosophie à l'âge de 15 ans, avant d'être... Et ça m'a vraiment intéressé. Après, j'ai terminé en autodidacte. Et je continue toujours, parce que la philosophie, elle met en valeur le champ conceptuel, la dialectique et les questionnements. À un moment donné, donc quand j'ai continué dans la philosophie, je me suis dit, j'ai fait un peu de psycho et je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'en philosophie, on avait lu tout ce qui se relie à l'inconscient, tout ce qui se relie à Freud, un peu de Lacan, Piaget, et de la psychologie, entre psychologie de travail, psychologie clinique, etc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vraiment faire un travail sur la psychanalyse, comprendre qu'est-ce que la psychanalyse. Et c'est à ce moment-là où j'ai intégré une association à Bruxelles. Donc j'avais, si vous voulez, publié un article. Et ils m'ont dit, bon, maintenant, si ça t'intéresse, donc il y a du travail à faire. La psychanalyse, c'est pas c'est du travail. Et l'inconscient, c'est un prolétaire qui travaille nuit et jour, même pendant le rêve. Et je me suis dit, oui, ça m'intéresse. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de me frotter à l'inconscient et sortir un peu du carcan habituel de ce qu'on avait lu en psychologie et en philosophie, même si je pense que le rapprochement entre philo et psychanalyse il est beaucoup plus intéressant que psychologie et psychanalyse. Et donc j'ai commencé à travailler, j'ai publié pas mal d'articles. Donc il y a une personne qui supervise mes travaux et à ce moment-là, maintenant j'ai terminé une première phase d'initiation. Maintenant si je veux continuer, il y a du travail parce que sur le plan clinique, c'est pas de la rigolade. J'ai une autre question. On a déjà eu la réponse, mais je veux approfondir encore plus le sujet. Quelles sont vos inspirations ou bien quels sont les personnages ou les écrivains ou les penseurs qui vous inspirent le plus? On a compris que peut-être Freud, Lacan, quelques Nietzsche, quelques penseurs, notamment Mohamed Al-Koun. Mais en tant qu'une personne qui apprend en autodidacte, quelles sont vos références, on va dire? Alors, c'est vrai que j'étais en autodidacte en philosophie et maintenant en psychanalyse, comme j'ai un suivi. Je pense que je ne pourrais pas parler d'inspiration parce que quand on parle d'inspiration, il y a toujours une fétichisation irrationnelle. Je pense à partir
de certains penseurs. Et non pas, je ne m'incorpore pas, je ne vais pas dans l'incorporation. La philosophie comme la psychanalyse ou la sociologie clinique, c'est du travail. Par exemple, justement, quand j'ai choisi, même quand je termine le bouquin, et j'ai choisi la discussion, la conversation avec un psychanalyste, c'est pas fortuit, c'est pas par hasard, c'est pas pour étaler, parce que l'étalage, non, ça n'avait rien à voir. Parce que j'ai mis en valeur comment le personnage, il s'engouffre dans la science prédicative. Pour Rima, la liberté, c'est ses vertus sous l'angle de la science prédicative. Or que pour moi, si je vais travailler le concept de liberté, c'est par le biais de cette science imprédicative. Donc, et au final, quand elle rencontre le psychanalyse, et elle commence à discuter avec le psychanalyste sur le plan hirak, sur le plan politique, sociologique, et même sur le plan démocratique et tout, il essaie de la titiller pour dire non, il faudrait vraiment travailler cette science imprédicative, et même le rêve, il faut le travailler, parce que il y a comment on peut interpréter les actes manqués et tout. Pour revenir à votre question et dire que l'inspiration est liée, je ne peux pas mentir et dire qu'il n'y a pas d'inspiration, parce qu'on choisit aussi un courant de pensée émancipateur, mais derrière cette école de pensée, il y a du travail. Par exemple, quand je cite comment des philosophes ont dialectisé le phénomène de la crise multiforme, ou comment un écrivain, un penseur tel que Freud, un clinicien qui a décrypté un peu l'essence, un peu de cet infantilisme, pourquoi ? Et donc il y a un travail clinique qui s'est opéré aussi. Donc voilà. Il y a une citation qui m'a interpellé. عجبتني بزاف. Justement, je l'ai lu في هذا. Toile d'araignée atavique. Au début, le premier chapitre, la première citation dit: l'important n'est pas de savoir lire, mais de savoir ce qu'on lit, de raisonner sur ce qu'on lit. J'ai fait le lien avec la société, justement pour aborder le travail de psychanalyse concernant les auteurs qui veulent aborder certains sujets de société. En tant que lecteur, quand on lit leurs œuvres, ce n'est pas juste qu'on lit leurs récits ou leurs livres, mais aussi pour lire la société. Donc pour moi, ce qui m'a plu, justement pour un peu, j'ai déformé, bon, pour donner une suite à cette citation, l'important n'est pas de savoir lire la société. Je pense que le fait de lire la société, c'est de l'analyser. Mais de savoir ce qu'on lit, de comment l'analyser et de comprendre, c'est ça. Je pense que cet aspect est très très important pour tout auteur qui soit. Justement pour savoir comment analyser la société, non seulement pour s'inspirer, mais aussi pour mettre en lumière certains points très importants pour le développement, la progression de la société. Oui, et là, pour répondre à la question, je l'avais oublié sur l'essoufflement. Bon, l'essoufflement, quand on dit l'essoufflement, justement, dans le cadre analytique, quand on dit, par exemple, quand on disait justement, et j'ai utilisé un peu l'approche lacanienne, quand il disait la femme n'existe pas, ou comme tout le rapport sexuel qui n'existe pas, ça ne veut pas dire que la femme n'existe pas. C'est dire que l'essoufflement, l'écriture, elle va exister et elle existera. Mais l'essoufflement a une autre connotation. C'est comment sortir l'essoufflement de certains conservatismes. Comment le titiller, comment le faire sortir aussi de certaines formes d'embrigadement. Et oui, pour revenir à la lecture, et c'est pas, la lecture ne doit pas être quelque chose de passif, c'est pas un jeu ludique. Et en faisant un travail vigoureux, laborieux sur le concept, c'est à ce moment-là on se rend compte que quand on commence à travailler, parce que toute écriture est émancipatrice, parce que l'écrivain il veut développer une éthique humanisante. Et comment peut-on développer cette éthique humanisante? Déjà, la sortir et faire la différence entre tout ce qui est moral et éthique, donc c'est ce qui est différent. Et donc l'écrivain, il opère, il fait travailler sa subjectivité. Et comment peut-on faire travailler notre subjectivité? En ayant un travail clinique, sociologique, philosophique, et ça demande, par exemple, quand on écrit, on a en tête aussi la dialectique. On ne peut pas se séparer de la dialectique. Donc la dialectique est un mouvement qui opère le champ de l'écriture. Dans son essai, Jean-Paul Sartre,
Oui, dans son essai Qu'est-ce que la littérature, Jean-Paul Sartre, pour lui, l'écriture, c'est un engagement de l'écrivain à décrire la société dans le but de la changer. Donc, ma question est la suivante. Par rapport à votre concept d'essoufflement romanesque, on dit romanesque, on peut dire aussi essoufflement littéraire. Y a-t-il un rapport, quelle est cette subtilité? Donc, pour Sartre, la littérature, c'est un engagement. Et vous, vous avez écrit que la littérature, le roman, c'est, elle va s'essouffler. Voilà. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur cette dualité. Pour ma part, l'écriture est un acte émancipateur. Quand j'apporte la question de l'émancipation sociale et émancipation individuelle, c'est dire que comment un auteur met en valeur cette singularité agissante pour décrypter soit une crise multidimensionnelle, soit une mortification sociale. Parce que l'écrivain est là pour questionner l'imaginaire social. Quand je parle pour dire que l'essoufflement, ça veut nullement dire que l'écriture va s'arrêter, mais dire que pourquoi il y a cet essoufflement, comment cet essoufflement génère des routines d'obéissance. Il ne va pas subvertir l'ordre mondial, l'ordre de l'écriture et l'ordre social, bien au contraire, il va fétichiser des normes. Par exemple, certains écrivains, quand ils utilisent la féminité ou l'émancipation, qui sont d'ordre uniquement occidental. J'essaie de subvertir cet essoufflement pour dire comment peut-on travailler l'occidentalisation pour mettre fin à cet essoufflement. Comme je vous disais à un moment, il y a beaucoup de questions à poser par rapport à votre processus de rédaction, d'écriture. Ce que j'aimerais savoir, c'est la relation. Voilà, je sors complètement de votre thématique d'écriture, mais je reviens à l'écrivain. C'est la relation que vous avez avec, ou que vous avez eue, ou que vous allez avoir. Je ne sais pas si... j'ai bien compris que vous voulez toujours écrire d'autres écrits. La relation que vous avez avec votre éditeur, comment que ça se passe? Au cas où je voudrais devenir moi-même écrivain, quelle relation vous avez avec votre éditeur? Oui, moi je voudrais revenir sur l'histoire de l'identité. Quand vous dites qu'il y a une crise identitaire en Algérie, je pense le contraire. Je pense le contraire parce que, en ce qui concerne notre identité, je pense qu'elle est reconnue depuis 5000 ans. Nous avons une histoire. J'ai toujours dit que l'Algérie, c'est pas pour faire du nationalisme, mais j'ai toujours dit que l'Algérie était pratiquement le centre du monde quand la Terre a été créée, puisque après il y a eu la dérive des continents et on se retrouve avec l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Mais l'Algérie a bien 5000 ans d'histoire. Donc notre identité s'est forgée à travers cette histoire. Et aujourd'hui, je ne me vois pas, je dis en ce qui me concerne, je ne me vois pas en crise identitaire. Il y a en moi un peu de tout. Et si pour certains Amazigh qui veut dire liberté et rébellion, s'ils veulent remplacer ce mot Amazigh par algérien, cela ne me dérange nullement. Donc je voudrais avoir votre avis sur cette question. Bonjour. J'aimerais aborder une autre question, parce que M. Louberry a abordé une question de votre relation avec votre éditeur. Moi, j'aimerais aborder la question de votre relation avec votre lecteur. Vous êtes auteur, et quand on est auteur, on aborde la question, c'est-à-dire on s'adresse à des futurs lecteurs, avec des niveaux différents, avec des niveaux intellectuels différents. Je vous connais, Adnan, et à chaque fois, et ce que je connais de vous, c'est que tu es toujours dans la cogitation, dans le débat, même un débat interne dans ta réflexion. Et c'est ce débat que tu transmets dans ta lecture. À chaque fois que j'ai eu à te lire, disons que je me perds, je ne me questionne pas. C'est trop de cogitation, je parle même
d'une certaine masturbation intellectuelle de mots, de plusieurs significations. Et à un moment donné, on dirait que vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'avez pas une considération envers les lecteurs ou l'ensemble de tes lecteurs. Voilà. Alors, pour vous répondre, monsieur, l'édition, vous connaissez comment ça se passe. C'est la croix et la bannière, déjà, pour avoir un éditeur et discuter l'idée globale. C'est vraiment pas facile d'éditer en Algérie parce que même l'éditeur, on lui expose l'idée générale, il va lire et à un moment donné, est-ce qu'il y a une confusion? Parfois, je me pose une confusion entre impression et édition. Donc, il n'y a pas vraiment un dialogue. Moi, je suis satisfait dans le sens où on respecte les délais. Donc l'éditeur est ouvert à toute discussion et au dialogue. Mais c'est vraiment pas facile d'éditer en Algérie. Par rapport à la deuxième question, c'était Ali ou oui, par rapport. Non, non. Oui, moi j'avais parlé de la crise multidimensionnelle, une crise multidimensionnelle qui sévit en Algérie. J'ai dit obstacle au dialogue, musulman de la subjectivité, crise sexuelle et crise identitaire. Donc la crise identitaire, moi je me suis référé beaucoup plus à Kamairi qui dit que identité imposée est une identité aliénée et à Amin Malouf sur les identités meurtrières. Et j'ai dit que l'identité n'est pas acquise, elle est en perpétuelle actualisation avec les interactions d'autrui. Donc c'est par rapport à ça, dans cette question, c'est pas par rapport à l'Algérie. Oui, c'est vrai que maintenant, il faudrait travailler l'algérianité, il faudrait la mettre en valeur parce que c'est l'algérianité, c'est l'intériorité aussi du sujet. Pour revenir à la question de la vulgarisation, c'est un terme qui me révulse parce que en faisant une initiation en psychanalyse, j'ai appris que c'est pas un problème de perception ou de difficulté, c'est qu'on a intérioriser une forme d'inhibition. Si je vous dis que moi je discute mes écrits avec des étudiants arabophones et qui n'ont jamais eu de problème par rapport à ça, ils soulèvent des questions assez intéressantes. Parfois oui, c'est vrai que quand on se lance dans des écrits, moi je me dis, j'essaie de faire une initiation en psychanalyse et c'est vraiment pas facile. C'est vrai qu'aborder certaines questions, par exemple, pour définir la subjectivité, je ne vais pas dire que la subjectivité, c'est uniquement l'émergence du sujet, mais si je dis la subjectivité, elle met en défaut le rapport sexuel que l'acte sexuel ne peut pas réparer, c'est un peu délicat, oui, mais ça obéit à l'ordre clinique. Donc il y a une écriture conceptuelle qui essaie de faire un travail clinique. Et la clinique n'est pas chose aisée, j'avoue. Mais maintenant, moi, je travaille dans ce sens, je voudrais continuer dans ce sens. Voilà. Merci Adnan. Merci pour toutes les personnes présentes avec nous. Merci pour les interventions, les différents points de vue qu'on a abordés aujourd'hui. Merci aussi, encore une fois, M. Roubaï, de nous avoir accueillis dans le laboratoire. Donc on passe à la vente dédicace, donc toute personne qui est intéressée pour lire l'ouvrage RIM, et peut-être on aura l'occasion de tenir prochainement, on va dire, pour l'ouvrage à venir, Inch'Allah. Donc, ma salam.